Prendre place à la table de réunion. Savoir être à la bonne place au bon moment. Placer ses pions. Investir la place publique. Mettre en place une top organisation à la maison. Déplacer des montagnes pour une cause. Placer plus de sens dans sa vie. Les femmes ont-elles enfin trouvé leur place ? Quels espaces veulent-elles occuper aujourd'hui dans la société et sous quelle forme ? Quelle surface donnent-elles à leur travail, à leur famille, à l'amitié, à l'engagement, à leur épanouissement ? Bienvenue dans Place à prendre. Nous sommes 3, passionnés par les sujets des femmes et du travail et par les livres. Et dans ce podcast, nous vous partageons des livres féministes et ou écrits par des femmes et ou qui parlent de femmes qui nous ont plu, qui nous ont fait réfléchir, qui nous ont donné envie de débattre ou de nous battre. Nous vous parlons des phrases qui nous ont bousculées, qui nous ont parlé, voire qui ont changé nos vies. Je suis Sandra Fiodo, créatrice du podcast Les Équilibristes, qui redéfinit la notion d'équilibre de vie, et fondatrice de Conscious Cultures, une société de conseil qui aide les entreprises à créer les conditions qui permettront à leurs équipes de fournir leur meilleur travail. Je suis Laetitia Vito, autrice sur le futur du travail, mère de 2 enfants et 4 livres, parmi lesquels Du labeur à l'ouvrage et En finir avec la productivité, critique féministe, une notion phare du travail et de l'économie. Je suis active sur Welcome to the Jungle et le podcast Nouveau Départ. Je suis Céline Alix, auteure de Merci mais non merci, comment les femmes redessinent la réussite sociale, ancienne avocate d'affaires, traductrice et aujourd'hui encore en pleine révolution professionnelle. Bonjour Sandra, bonjour Céline. Bonjour toutes les deux, bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, on avait envie de discuter toutes les 3 de la place de l'intime dans le discours public, les arts, la place publique, de comprendre qu'il y a une dimension à la fois politique, éthique, thérapeutique et esthétique et formelle. Il manque un tic pour la fin, tant pis. Après nos épisodes sur la place des femmes dans la santé, sur la place de la maternité et l'évolution de la maternité dans le discours et les arts, on a compris qu'il y avait quelque chose qui englobait tout ça, qui était cette question de l'intimité, de l'intime. Et ce qui est intéressant avec l'intimité, c'est que quand on regarde la définition, c'est ce qui correspond à la réalité profonde, à ce qu'on est essentiellement. Et en même temps, c'est en parallèle aussi, c'est ce qui doit rester caché et secret. Et ce qu'on observe, c'est que dans les arts, il y a toujours ce jeu entre laisser cacher et dévoiler, et que c'est finalement dans cette frontière un peu floue entre ce qu'on montre et ce qu'on cache de cette intimité que se trouvent toutes les choses les plus intéressantes. Et puis, alors moi, je voulais vous parler de cette dimension politique, et notamment parce que l'histoire récente du féminisme, ou la vague récente du féminisme, c'est une vague qui revient au corps, qui revient à cette intimité profonde au sens même de vaginal, pour reprendre un peu les termes de la philosophe Camille Froidevaux-Métry, qui parle de tournant génital du féminisme, donc vraiment beaucoup de retour à des sujets de sexualité, à cette bataille de l'intime qui se joue sur nos corps qui ne cessent d'être contrôlés, cachés, limités dans leurs mouvements, dans leur liberté, et où le fait de, par exemple, choisir d'avoir des enfants ou de ne pas avoir des enfants, c'est toujours, hélas, toujours un sujet politique, et ça revient, et ça ne disparaît jamais. Et donc, Froidevaux-Métry, elle revient sur le mouvement MeToo pour expliquer qu'on a une sorte de retour aux fondamentaux. Et quand on voit les backlash qui se passent dans certaines parties du monde et même dans notre pays, on comprend que là, il y a toujours un sujet de l'intime qui est omniprésent. Froidevaux-Métry, je ne sais pas si vous avez vu, elle vient de sortir un livre qui a un très beau titre, qui s'appelle Un si gros ventre, expérience vécue du corps enceint. Et cette philosophe, elle revient sur des choses qu'on pense banales, quotidiennes, justement des expériences vécues, en le regardant avec le regard, j'ai envie de dire presque comme si on est d'une autre planète, et qu'on trouve tout curieux et bizarre. Ça permet de finalement de tout regarder ce qu'on pense être complètement banal, et comprendre qu'en fait, évidemment, c'est éminemment politique, parce que l'expérience du corps enceint, c'est une expérience
vous l'avez faite, hein, tout le monde a un droit de regard sur vous, même droit de vous toucher le ventre. C'est vraiment ce corps, le bidon en sein, c'est un bidon sur lequel tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a un droit de regard et un droit de contrôle. Pourtant, l'expression personnelle ou intime du vécu que c'est est considérée comme un peu tabou. Hein, parler de les petits tracas, enfin tous ces mots qu'on utilise, voilà, les petits problèmes, machin. Oh bah ça va, tu vas pas t'éterniser. C'est pas une maladie. C'est pas une maladie, voilà. Et donc t'as cette espèce de paradoxe, c'est que tout le monde en parle, t'es sur la place, enfin voilà, tout le monde a le droit de regard, mais toi, ton expérience vécue, elle a pas tellement sa place. Et donc on comprend dans ce paradoxe qu'il y a vraiment que c'est une affaire politique en fait, qu'il y a vraiment un sujet, qu'il y a beaucoup à en dire, que la personne enceinte elle-même, elle a beaucoup à dire sur toutes ces injonctions qu'elle subit. Donc ce que j'aime beaucoup avec Camille Froide-Vaumétry, c'est que c'est vraiment un féminisme incarné dans le corps et qui nous fait comprendre que l'intime, la place de l'intime, c'est vraiment c'est le chemin d'une libération et d'une libération politique. Et voilà, on comprend que dans toutes les parties du monde aujourd'hui, hélas, énormément de sujets, que ce soit sur l'avortement, que ce soit sur la manière dont les femmes doivent s'habiller ou pas s'habiller, ce qu'elles doivent montrer, pas montrer. Et même dans les pays plus libérés, en fait, on a des injonctions qui freinent la liberté des femmes et du corps des femmes. Donc, Elle avait fait aussi un livre sur les seins. Je sais pas si vous l'avez vu. Exactement. Donc elle creuse vraiment effectivement cette veine du féminisme par le corps et par relater l'expérience hyper personnelle sur des sujets qui sont devenus politiques. Effectivement, c'est super intéressant. Moi, je l'ai pas lu Seins, mais je sais que c'est sorti il y a pas longtemps. Donc on a vraiment je l'ai pas lu non plus. J'en avais lu des extraits, mais on m'a dit qu'il était vraiment excellent ce livre et il fait partie des livres sur ma pile de livres à lire. Et c'est marrant ce que tu dis là sur justement les seins, etc. Enfin, c'est sur chaque partie du corps, il y a des choses à dire et il y a une dimension politique. Et notamment, c'est suite à l'épisode qu'on a fait sur la place des femmes dans la santé, tout ce gaslighting ou ces défauts de diagnostic ou de traitement parce que justement le corps féminin est plus caché, moins regardé, ou parce que les récits ne sont pas écoutés, ne sont pas entendus. C'est le sujet, c'est le livre principal en fait dont je voulais vous parler. C'est un livre d'une journaliste américaine qui s'appelle Deborah Kopeiken et qui a écrit un livre qui s'appelle Lady Parts, un mémoire. Donc Lady Parts justement, c'est toutes les parties du corps qui sont en sujet. Et en fait, elle parle essentiellement d'elle-même dedans. D'elle-même et de politique, et où elle raconte, elle fait le récit des choses les plus intimes qu'on puisse imaginer, son divorce, ses galères de mère solo, toutes les complications qu'elle a rencontrées pour se faire soigner dans un système médical américain qui est quand même énormément grippé par un monde ultra capitaliste et sordide en fait, la complication que c'est de convaincre les assurances que non, ce traitement-là c'est pas un luxe mais que t'en as besoin, et que la paperasse que ça représente aussi, on n'imagine pas à quel point c'est une vie de paperasse, la vie américaine, dès que t'as des problèmes de santé, enfin même quand on n'a pas d'ailleurs. Les gardes d'enfants hors de prix quand elle était solo, alors qu'elle gagnait correctement sa vie, même bien sa vie. C'est une journaliste reconnue, elle écrit des livres, elle les vend, elle a été scénariste, elle a participé à l'équipe de scénaristes qui a fait la première saison de Emily in Paris, par exemple. Donc voilà, elle est pas, elle est pas dans le besoin, comme on dit, mais vraiment ça s'accumule et c'est insoluble, c'est pas fait pour les frais de scolarité d'enfants qui commencent à aller à l'université, etc. Enfin, et donc la liste s'allonge et on se dit oh là là, mon Dieu, heureusement elle le fait avec énormément d'humour et justement à chaque fois en le reliant aux politiques, ce qui permet à la fois de prendre une distance et de comprendre les leviers aussi qui dépassent cette femme. Qui dépasse cette femme dépassée par les événements. Et alors, il y a 7 maladies graves qui structurent le livre autour de différentes parties du corps. Donc, je sais pas si je me rappelle plus de l'ordre exact, mais il y a le vagin, il y a l'utérus, il y a les seins, il y a le cœur, il y a le col de l'utérus, le cerveau,
le poumon, enfin voilà, donc chaque fois une grosse merdouille qui lui arrive et ce qu'elle vit autour de ça. Et à chaque fois, c'est énormément de gaslighting, c'est-à-dire des médecins qui ne la prennent pas au sérieux ou qui l'accusent d'être impudique parce qu'elle dévoile trop de choses. Et alors que c'est médical, mais dès que ça touche au corps féminin, c'est gênant, ça n'a pas sa place. Et ce qui est fou, c'est que ça devrait avoir pleinement sa place dans le médical. Et même là, pas toujours. En tout cas, les récits qu'elle fait sont assez effrayants, en fait. Vraiment, on se dit, oh là là. Et puis, le livre est quand même positif parce qu'à chaque fois, c'est des histoires de résilience pas possible. Elle s'en sort, en fait. Elle transforme à chaque fois l'expérience pour en sortir grandi, pour dépasser les obstacles. Elle transforme sa maison en communauté pour payer le loyer. Elle devient informateur du FBI pour coincer le gars qui est le gars qui est harceleur sexuel, etc. Et puis le grand message, il est profondément politique, c'est que en fait, c'est une équation impossible. Quand tu es mère solo, que tu as des problèmes de santé, que tu fais face à la ménopause, mais que les médecins prennent rien au sérieux de ce qui t'arrive, etc. Donc, il y a de l'humour et de la colère qui se mêlent pour un grand message qui est de dire il nous faut un safety net digne de ce nom, il faut que tout ce qui est soins de santé, éducation, etc., ça soit des choses publiques et des choses accessibles et universelles parce que sinon, ça sera jamais, ce sera une société qui sera jamais accueillante pour les femmes. Donc, elle met l'intime, ou les récits de l'intime au service de messages politiques et elle poursuit avec une newsletter à laquelle je suis abonnée qui s'appelle aussi Lady Parts, où elle raconte des trucs. Parfois, parfois on n'a pas envie de le lire parce qu'elle raconte, je sais pas, c'est coloscopie, enfin voilà tout. Et en même temps, à chaque fois, on apprend des trucs, on se rend compte que c'est des trucs qu'on sait pas, un peu comme les éléments intimes de la grossesse et de l'après-grossesse. Tu vois, où moi, quand mon premier accouchement, je savais rien du retour de couche. Je ne savais rien, vraiment. Enfin, parce que on n'en parle pas, des choses dont on parle pas, quoi. Il y a des choses dont on parle et des choses dont on ne parle pas. Et en fait, pourquoi on n'en parle pas? Enfin, c'est pas dégoûtant, c'est comme ça, c'est le corps, c'est comme ça que ça fonctionne et tout. Et il y a des choses à savoir pour être accompagné, préparé, pour que ça se passe bien, pour qu'il n'y ait pas de complications médicales, etc. Et donc, elle milite vraiment là-dessus, sur la sexualité aussi. La sexualité, elle a 57 ans. Dire oui, la sexualité, ça s'arrête pas à 50 ans. En même temps, il y a des choses qui changent, la sécheresse vaginale, etc. Elle parle d'hormones aussi, parce qu'il y a tout un nouveau tabou qui s'est mis sur les traitements hormonaux, alors que c'est beau, il y a beaucoup d'idéologie là-dedans, c'est-à-dire qu'on a énormément gonflé les risques de cancer et minoré la réalité de ce qu'est l'ostéoporose, alors qu'il faut mettre les deux en balance. Et donc, elle a découvert qu'elle avait une ostéoporose sévère, en plus de tous les... Elle a pas de bol aussi, hein, la pauvre. Elle a vraiment tellement de problèmes de santé. C'est vraiment pas de bol. Mais je trouve ça intéressant. Voilà, je trouve ça intéressant à lire. Et c'est intéressant en plus le titre Lady Parts parce que c'est vraiment ça me rappelle quand j'étais petite aux États-Unis et Lady Parts c'était vraiment le mot pour dire tous les morceaux du corps qui sont spécifiques aux femmes et qu'on veut surtout pas nommer. Et ça me fait penser à cette pudeur très américaine pour le coup, mais où à la fois on est capable d'aborder au niveau de l'entreprise la question de la PMA qui n'est pas du tout abordée en France par exemple. Et en même temps, quand et d'ailleurs on le voit dans les séries américaines, hein, mais à un rendez-vous chez le gynéco, on a une blouse, il y a des draps, enfin il y a une espèce de cacher ce corps, tout ce qui relève de l'intimité, ce que tu disais Laetitia sur ça a beau être dans un contexte médical, quand même il y a une pudeur un peu décalée, enfin en quelque sorte, un petit peu pas ajustée quoi, pas sur les bonnes choses avec notre prisme. Mais ouais, ça a l'air hyper intéressant ce bouquin là. Ouais, j'en recommande la lecture. Il vient de sortir en poche. Il est paru en 2021 et là, il vient de sortir en poche. Donc, vous pouvez l'acheter en plus pour pas cher. Il est traduit ou pas, tu sais? Non, malheureusement, il n'est pas traduit. Donc, ce sera uniquement pour les personnes qui lisent en anglais. Ouais, ok. Très intéressant. Et on a l'impression qu'elle s'est vraiment donné aussi une mission d'information avec cette newsletter. C'est-à-dire qu'elle se dit que plus on en parle, plus les femmes sont informées et moins effectivement de surprises. Et un militantisme qui touche aussi les compagnies d'assurance.
C'est-à-dire que les sujets médicaux dont on ne parle pas sont catalogués comme étant niche ou luxe par les compagnies d'assurance qui cherchent à rembourser le moins de trucs possible. Hein, c'est ça leur objectif. Hein, ils veulent maximiser leur profit. Donc, or, plus on en parle, plus il y a des mouvements qui se créent autour de certains traitements, plus la pression en fait sociale augmente et choses peuvent basculer. Certains traitements peuvent basculer d'une catégorie à une autre. C'est fou. C'est un petit peu comme si nous on avait une sécurité sociale, et c'est déjà pas du tout le même sujet puisqu'on voit bien que c'est géré autrement. C'est géré avec l'idée de l'intérêt général. Mais si on avait l'équivalent d'une sécurité sociale qui remboursait pas qui remboursait moins bien les trucs qui concernent les femmes et beaucoup mieux les trucs qui concernent les hommes, on voit bien qu'il y aurait là un sujet de dire mais non, ça c'est pas un luxe, ça c'est pas un luxe non plus, comme on a eu les sujets de TVA sur les produits d'hygiène liés aux règles. De dire non, désolé, mais 20% de TVA comme si c'était un produit de luxe, ça va pas. C'est pas un produit de luxe, c'est comme le papier toilette. Ouais. Et comme voilà, donc il y a vraiment des sujets qui touchent. Dans le cas américain, aux compagnies d'assurance, voire l'État pour d'autres sujets. Dans le cas français, des sujets de fiscalité, des sujets de sécurité sociale, etc. Et donc, en fait, ça a une influence. Plus on parle de certains sujets, plus ça fait basculer certaines choses dans une autre catégorie et ça nous permet d'être mieux traités, que ça soit moins cher, etc. Donc, c'est pas inutile. Oui, et puis qu'on lève le tabou aussi. Voilà. Que ces sujets cessent d'être tabous, cachés, secrets, un peu honteux en fait. Remettre aussi le corps féminin sur le devant de la scène et sans dire que c'est honteux, que c'est sale, que tout ça, tous ces vieux stigmates. On a quand même, je pense, nous toutes les trois, même avec des petites différences d'âge, vécu dans notre enfance quand même un petit peu cette honte et ce tabou. Enfin, moi, le tabou des règles, il était très fort encore. Hein. C'était vraiment, on n'en parlait pas et c'était sale. Et on se sentait un peu sale, en fait. On se sentait, on se sentait un humain un peu dégoûtant, quoi. Un humain pas tout à fait comme les autres. Donc, je pense c'est en train de changer dans la génération complètement, qui arrive. Ça a complètement changé. Donc ça veut dire que c'est utile, effectivement, d'en parler et de banaliser, en quelque sorte, ces sujets-là. Alors moi, ça m'amène à la question que moi je me suis posée, puisque en cette rentrée littéraire, il y a eu pas mal de livres qui exploraient l'intime. Alors l'intime familial, il y a eu évidemment le roman de Neige Sino sur l'inceste, où donc c'est quelque chose de très intime et où elle dit que la littérature ne l'a pas sauvée, mais que elle a quand même donc je me suis posé la question de savoir si les gens écrivaient sur l'intime à des vues dans des vues thérapeutiques ou pas. Donc elle dit que non, ce n'est pas thérapeutique, mais elle veut informer et puis elle a voulu raconter son histoire. Je pensais aussi au livre de Didier Ribon sur sa mère. Le livre s'appelle Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple. Donc Didier Ribon, c'est un sociologue vous vous souvenez, qui avait écrit ce livre qui a eu beaucoup de retentissement, qui s'appelait Retour à Reims, où il expliquait son processus de transfuge social, où il avait quitté sa famille, son milieu pour venir à Paris et faire des études et totalement changer de vie en fait. Et là-dessus aussi, se poser la question de savoir quelle était l'éthique. Est-ce qu'on peut raconter l'intime? Est-ce qu'on peut rentrer dans l'intimité de sa famille sans finalement blesser ceux qui sont encore vivants? Où est-ce qu'on place la barre de la nécessité de parler de l'intime et pour aider les lecteurs et pour faire une œuvre artistique sans abîmer les gens qui font l'objet du livre. Donc moi je trouve c'est un sujet intéressant. Il en parlait déjà dans Retour à Reims, parce qu'en fait il explique que lui il a 3 frères et que lors de la parution de Retour à Reims, pour ses frères, notamment pour un de ses frères, ça a été vraiment très très violent et c'est vrai qu'on se dit que l'art permet de tout faire, mais il y a quand même ceux qui sont encore là et qui n'ont pas forcément envie de voir leur vie étalée dans les livres. Donc, je trouve que c'est une question assez intéressante. Et il y a un autre livre aussi qui traite de ce sujet, qui est un roman de Kauter Adimi qui s'appelle Au vent mauvais,
Kawthar Adimi, elle est d'origine algérienne et quand elle était étudiante, il y a un roman qui est sorti en Algérie, qu'elle a étudié en cours. Et elle lit le roman et elle s'aperçoit que les prénoms des héros, ce sont ceux de ses grands-parents, que le petit hameau dans lequel se passe le roman, c'est celui de ses grands-parents. Et en fait, elle va s'apercevoir que cet auteur a raconté la vie de ses grands-parents dans un roman sans leur demander leur avis. Alors, c'est des gens qui lisent pas beaucoup, voire je me demande si son grand-père était pas analphabète. Donc, en fait, elle s'interroge aussi sur le pouvoir et la responsabilité de l'écrivain par rapport à son sujet. Comment on peut étaler la vie des petites gens, elle dit, sur des pages et des pages, sans penser à eux et à l'impact que ça va avoir sur leur vie. Et donc voilà, c'est des sujets que je trouve vraiment intéressants et qui sont pas, donc j'ai pas vraiment la réponse, mais effectivement, la question de savoir jusqu'où on va dans l'intimité et jusqu'où on va dans l'étalage de l'intimité des autres, même si ce sont nos proches, en fait. C'est ce qu'on a le droit de faire. Quelles seraient les règles? Ouais, c'est ça. Quelles seraient les règles éthiques, en fait? Qu'est-ce qu'on aurait le droit de faire? Alors, je pense que chaque auteur fait un peu sa propre cuisine. Alors, il y a eu aussi les affaires Emmanuel Carrère quand il a écrit sur son ex-femme, je crois, et inversement, il y a une espèce de bataille un peu qui se déroule au niveau judiciaire, je crois, parce que l'un et l'autre se poursuivent en justice parce qu'ils sont cités ou ils sont voire plus que cités, ils sont racontés dans le roman de l'autre. Je pense qu'il y a des gens qui demandent l'autorisation, mais finalement, une fois que c'est imprimé, l'autorisation, les gens reviennent dessus parce qu'ils s'aperçoivent que c'est assez violent et que c'est pas du tout ce qu'ils pensaient voir écrit. Non, c'est pas évident comme question. Ce que ça m'évoque, c'est la notion de prise de risque et la notion de courage aussi, parce que ça demande quand même un sacré courage quand ça ne concerne que toi, parce que tu vois, je pense à ce que tu évoquais de Neige Sino, de dire j'expose finalement quelque chose qui a été en l'occurrence certainement une source de grande souffrance, mais aussi quelque chose que les gens vont ensuite s'approprier, commenter, qui finalement au bout d'un moment ne t'appartient plus. Et la notion de prise de risque de ça, de l'exposition. Et comme toi, j'ai pas de réponse par rapport à cette question et par rapport aux autres, mais il y a cette notion de prudence aussi. Enfin, je pense aussi de mise à distance. Et je peux peut-être enchaîner un peu sur ce que je voulais évoquer là, sur la forme. Parce qu'on est dans une période, je trouve, qui a soif d'intime, qui a soif de connaître l'intimité des autres. Alors, pour parfois des raisons pas forcément très glorieuses ou de curiosité parfois mal placée ou malsaine, mais je crois qu'il y a aussi un peu, j'ai l'impression, une volonté de se demander finalement c'est quoi la vie des autres, quoi. Tu vois, c'est quoi la normalité? Est-ce que ce que je vis est cohérent avec ce que vivent les autres ou pas? Et je trouve que dans les formes que ça peut prendre aujourd'hui, il y a plein de supports et on le voit, le nôtre en est un, les filles, le podcast est un support incroyable à l'utilisation de l'intime pour raconter, pour toucher les autres et pour raconter des choses plus grandes que soi, avec dans la barrière. Forme aussi, déjà, dans sa forme, je la vois et pas l'image, exactement. Et c'est une question que j'ai eu souvent l'occasion de me poser parce que j'ai une newsletter dans laquelle je me sers souvent d'éléments de ma vie, mais certainement pas pour raconter ma vie, mais plus dans ce que ça peut toucher de peut-être d'universel ou en tout cas aux autres. Et donc je me pose régulièrement cette question de est-ce que ça sert aux autres? Est-ce que ce que je raconte là est intéressant ou est-ce que je me fais juste plaisir moi-même? Parce qu'il y a un peu de ça. Je trouve que la dérive, c'est aussi ça. Parfois, c'est une espèce un peu de mise en scène et puis un peu quelque chose un peu narcissique aussi. Alors sans condamner, ça peut avoir du bon, mais en tout cas pas un exercice qui m'intéresse. Et alors est-ce que ça sert aux autres et est-ce que j'ai suffisamment de recul? Et sur cette question de la forme, je crois qu'il y a vraiment cette question-là qui est intéressante, celle de la mise à distance. Ça peut être soit parce que les faits se sont déroulés depuis un petit moment et qu'on a eu le temps de réfléchir à en quoi ce que je raconte là va servir. Et c'était ce que vous avez évoqué toutes les deux, hein, c'est que
là, Lady Parts, c'est intéressant parce que ça permet aux autres de se dire, ah tiens, c'est ça qui existe. Ah tiens, dans 20 ans, quand je vivrai ça, ça ressemblera peut-être à ça. Donc, c'est utile aux autres. Et aussi suffisamment de... où ça devient pas BFM TV de ma vie, quoi. Enfin, tu vois, il y a un peu de ça aujourd'hui, sans enfoncer des portes ouvertes, mais sur les réseaux sociaux, on a quand même décidé dans notre époque, on trouve ça intéressant de connaître le petit déj des gens. Enfin, il y a un truc, tu vois, ça c'est de l'intime. Ouais. Au service de quoi, je ne sais pas. Et ça me fait penser à, je vous en avais parlé toutes les deux, à un magazine américain que j'adore qui s'appelle The Atlantic et qui est un magazine de journalisme avec des articles très longs. C'est vraiment du journalisme d'investigation, mais sur des sujets de société qui sont souvent racontés sous l'angle de l'intimité. Je prends un les exemple. archives, Deborah Kopeiken a écrit pas mal dans The Atlantic. Ah ouais, voilà. Bah voilà. Et en fait, il y a cette forme. Les articles font une vingtaine de pages à chaque fois, et on part de quelque chose d'extrêmement intime. Donc là, c'était un des derniers, c'était une jeune femme, une jeune journaliste qui expliquait qu'en arrivant à Washington, ou je sais plus où elle était arrivée en tant que jeune journaliste, elle ne voulait surtout pas que les gens connaissent son histoire, qui était que sa mère était toxico et qu'elle avait été élevée, ballottée à droite à gauche, et en cachant cette histoire familiale qu'elle vivait comme honteuse et très lourde. Et en fait, pendant 20 pages, c'est pas tant son histoire que l'histoire des États-Unis et du racisme et de ce qui fait que sa mère est devenue toxico et de ce qui fait et c'est passionnant parce que son histoire est un support et on sent le courage qu'il lui a fallu d'ailleurs pour évoquer ça. Mais ça raconte quelque chose au-delà de son histoire et c'est en ça que c'est ça qui je trouve intéressant dans le fait de partager l'intime, c'est qu'est-ce que ça raconte au-delà. Ouais. Il y a un vrai travail de forme à faire parce que c'est d'où le temps long, d'où la forme longue aussi parfois. Mais c'est vrai que c'est un truc qui m'interpelle beaucoup, moi, surtout en tant que podcasteuse, en tant que quelqu'un qui travaille aussi et où on a cette pression de communiquer, tu sais, de faire savoir tout le temps, mais faire savoir quoi et au service de quoi. Et voilà, et on parlait aussi toutes les trois parce que faut savoir, chers auditeurs, que quand on prépare ces épisodes, on se réunit plusieurs fois et on va d'ailleurs arrêter certainement parce que parfois on se raconte des choses et on a l'impression de faire des redites. Mais on parlait de protéger le lecteur aussi, Céline. Je me souviens que tu parlais de ça. Oui, et donc je reviens, et je me demande si d'ailleurs tu n'as pas trouvé la réponse à notre question qui est l'intime doit servir aux autres. Donc se poser la question de savoir à quoi ça sert et est-ce que ça sert aux autres, soit dans la forme, soit dans la prise de distance, soit dans le temps qui s'est écoulé. Je trouve que c'est finalement, j'ai l'impression qu'on a trouvé la réponse. Et oui, je reviens sur Neige Sino que j'ai été entendre à la Maison de la Poésie. Et elle expliquait qu'elle s'était aussi beaucoup posé la question de la protection du lecteur. C'est-à-dire qu'elle raconte son histoire qui est quand même abominable. Et donc, elle avait vraiment à cœur alors, par la forme, par la distance, par le temps qu'elle a mis aussi à écrire ce livre par rapport aux événements, à chaque fois qu'elle qu'elle raconte une scène dure dont elle sait que ça peut choquer et que ça peut salir le lecteur, elle prend des précautions stylistiques, elle amène le sujet et après derrière elle nous récupère pour que le choc ne soit pas trop. Et elle a vraiment fait attention à chaque fois qu'elle dévoilait un truc hard de protéger son lecteur parce qu'elle ne voulait pas que le lecteur en sorte sali de la lecture. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Ça me fait penser au débat sur la violence dans les films. Vous savez, quand on dit la violence, elle est gratuite ou pas gratuite. Qu'est-ce qu'une violence est gratuite ou pas gratuite? Et il y a beaucoup de débats sur l'esthétisation de la violence qui devient un plaisir, etc. Donc, je trouve qu'il y a un vrai parallèle là-dessus entre cet exhibitionnisme qui sert à rien, qui est à chaud, qui est pas travaillé, et puis la distance, la forme, le travail, service de quelque chose, un travail dessus. En fait. Le travail. La digestion, c'est de la digestion. C'est vraiment d'un truc brut. Comment je le travaille pour en faire quelque chose qui soit intelligible et utile. Et utile aux autres. Comment j'universalise effectivement mon sujet et mon expérience personnelle. Mais alors, est-ce que, comme avec la violence, est-ce que simplement des raisons esthétiques peuvent être suffisantes? Je sais pas, moi, je pense
voilà, à des tableaux qui montreraient des choses intimes et qui pourraient être vues comme belles, en fait. Est-ce que ça, c'est possible? Je pense à ces séries de photos sur les femmes qui viennent d'accoucher. Mais alors, le problème, c'est qu'on voit surtout le politique, de dire, voilà, c'est ça, un corps de femme. Enfin, il y avait quelque chose de militant là-dedans, mais est-ce qu'on n'a pas aussi, on l'avait avec le corps enceint, en tout cas, le corps enceint, idéalisé, etc. Donc, est-ce qu'il y a un plaisir esthétique à montrer l'intime? Je ne sais pas. C'est pareil, c'est une très bonne question. Il peut devenir sexuel après, du coup, hein, mais... Ouais. Ouais. Mais à nouveau, à mon avis, la question à se poser, c'est ça. En quoi ça peut intéresser ou être utile aux autres, et pas qu'à moi, comme disait Sandra. C'est marrant, je rentre d'un stage de danse là et du coup je me suis plongée dans un rabbit hole comme on dit, un trou, c'est une expression anglo-saxonne que j'adore, qui est vraiment on se plonge dans un sujet et on y va à fond et donc je me suis plongée dans l'univers de différents chorégraphes et dont une chorégraphe qui s'appelle Barbie Jean Smith qui est une ancienne danseuse de la Batsheva qui est une compagnie de Tel Aviv et Barbie Jean Smith il y a un documentaire sur elle et sur la manière dont elle a décidé de quitter son rôle elle avait un très belle place dans cette compagnie de danse avec un chorégraphe qui est absolument génial et qui voilà très reconnu pour son travail et elle a eu envie de quitter ça pour aller créer son propre art quoi, ses propres chorégraphies etc. Et ce documentaire je ne l'ai pas vu mais j'ai juste vu la bande-annonce et ça m'a fait penser à notre conversation d'aujourd'hui parce que on est au plus profond, enfin, on est au cœur de son intimité. On voit ses coups de fil avec son amoureux qu'elle quitte, ses crises de larmes. On voit des scènes où, en plus, c'est une artiste, donc elle utilise son corps comme le commun des mortels ne l'utilise pas, à savoir comme une œuvre d'art et comme un support pour dire des choses. Et après, je suis tombée encore sur un clip où c'est une mise en scène de elle et son mari et leur petite fille et de leur bonheur et tout ça. Je me disais, bah pareil. Par rapport à notre conversation, je me disais, qu'est-ce que ça me fait en fait? Parce que c'est vraiment ça la question. C'est qu'est-ce que ça me fait? Il y a pas, je crois pas qu'il y ait de vérité ou de réponse dans l'absolu. C'est est-ce que rien qu'une émotion, ça peut être de l'utilité. C'est pas obligé d'être quelque chose d'intellectuel. Ça peut être juste, tiens, ça m'a touché. Ça m'a fait du bien ou ça m'a et peut-être penser aussi cette utilité au-delà de l'utilité pure de est-ce que ça me sert à quelque chose mais aussi est-ce que ça me fait ressentir quelque chose. C'est pareil dans l'art quoi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est de susciter une émotion, un souvenir, une sensation. Oui. D'ailleurs, dans la danse, c'est marrant, dans la danse, les choses qui sont, enfin, les lady parts qui sont considérées comme étant intimes pour les gens non dansants, tout d'un coup se désexualisent, en fait, deviennent des lady parts au service d'une expression artistique. Et donc, en fait, tu sublimes, l'intime devient outil d'expression, outil d'expression artistique en fait. Et je me demande s'il y a d'autres domaines que la danse où on n'a pas aussi la même chose. C'est-à-dire peut-être que Deborah Kopeiken, elle transforme ses problèmes gynécologiques et médicaux de toutes sortes en fait, elle les désintimise pour les mettre au service d'une expression artistique aussi, artistique et politique. Ouais. Il y a vraiment cette idée de sublimation au sens chimique quoi. On sait toujours pas comment conclure. Hein. Ouais, on le fait là. Ouais. On coupe et puis on dit en rigolant. Qui c'est qui veut lancer? Vous voulez que j'y aille? Vas-y. Bon, on est toujours aussi peu doués pour les conclusions. On n'y arrive pas, hein, parce qu'on ne sait pas où nos conversations vont nous mener en réalité. On vous épargne les 5 minutes de rire entre nous, mais on vous laisse vous faire la vôtre. Autour de cette idée à quoi peut servir l'intime? Quelle place pour l'intime? Qu'est-ce que vous en dites, vous? Et venez partager avec nous vos réponses, d'ailleurs. On est toutes les trois très actives sur LinkedIn et très curieuses de savoir ce que tout cela vous inspire. Merci, Sandra. En fait, elle était très bien, ta conclusion. Merci, Sandra.